Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai été inspiré, on va dire, par une question, ou plutôt un commentaire qui a été laissé sous une autre de mes vidéos, justement. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent, on me pose souvent la question, et puis évidemment, les pessimistes, entre guillemets, voilà, c'est plutôt leur argument, et ça fait bien des années, voire des décennies que c'est l'argument. Et la question, en fait, qui revient un petit peu tout le temps, alors après, il y a des arguments pour ou contre, etc. Mais c'est voilà, le marché boursier est presque totalement déconnecté. Là, il y a le presque, entre guillemets, mais en règle générale, c'est de penser que le marché boursier est complètement déconnecté de l'économie réelle. Donc, pourquoi on pense ça? Comme d'habitude, le but, voilà, c'est pas de le penser ou de ne pas le penser, c'est de se dire, voilà, pourquoi les personnes peuvent le penser et du coup, quelles sont les conséquences éventuelles et comment moi, en tant qu'investisseur, je peux réfléchir justement autour de cette idée-là. Donc, les marchés boursiers sont complètement décorrélés, ou presque décorrélés, de l'économie réelle. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on pense ça? Parce que tout simplement, ce que l'on voit, c'est qu'on a un marché boursier qui peut perdre 20-30% sans pour autant qu'il y ait sur l'économie, bon, on a des peurs de ralentissement, mais il n'y a pas non plus de ralentissement, les statistiques sont toujours bonnes, et puis derrière, vous faites un rallye pareil de 20-30%, sans pour autant que les statistiques économiques soient folichonnes. Donc, voilà un petit peu ce qui, au fur et à mesure et avec le temps, en fait, frustre les gens. Que ce soit des investisseurs, que ce soit des personnes qui s'intéressent à la bourse ou à l'économie de temps à autre, c'est ça réellement qui va frustrer les gens et qui va dire, mais en effet, il n'y a absolument aucune corrélation et on voit les marchés boursiers, c'est en fait des esprits animaux dans le sens où c'est totalement motivé uniquement par la spéculation, etc., les robots, les algorithmes, tout ça, évidemment, ça vient discuter de tout ça. Et par rapport à ça, ben, l'économie, c'est absolument pas lié à l'économie. Bon, ok. Quand on regarde le graphe, et en effet, ce que vous voyez, en fait, c'est toujours qu'il va y avoir un décalage. Pourquoi il y a un décalage entre la bourse et l'économie? Donc pourquoi ça vous donne l'impression, éventuellement, qu'il y a une décorrélation? Ben, en fait, pourquoi? Parce que la bourse, quelque part, et le prix qui est donné aux choses en bourse, ce n'est qu'une relation entre l'offre et la demande. Cette offre, ce prix entre l'offre et la demande, ça va vous donner un prix. Et ce prix, c'est quoi finalement? C'est uniquement ce que vous pensez que vaudra cette action ou que vaudra le marché vis-à-vis des perspectives et de ce que vous pensez du marché. C'est-à-dire que vous pensez actuellement que l'économie c'est ça, que le marché c'est ça, que cette entreprise c'est ça. Mais en même temps, quand vous décidez d'acheter, vous décidez pas d'acheter ou de vendre par rapport au moment présent. Ça fait partie de l'équation. Mais ce que vous voyez plutôt, ce sont les perspectives. Et vous dites, je vais acheter cette entreprise-là parce que en ce moment, elle va plutôt bien. Et dans le futur, je pense qu'elle ira encore mieux. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que finalement de l'anticipation. Avec ce schéma de pensée-là, vous dites que vous allez acheter quelque chose maintenant parce que vous pensez que ça va valoir plus demain. Pourquoi ça va valoir plus demain? Parce que vous avez un argument économique, un rationnel financier, et derrière le fait que vous pensez que cette entreprise-là, elle aura un futur radieux. Et donc du coup, ça, c'est quoi? Ce sont des espoirs que vous avez. Vous avez des espoirs sur des perspectives futures. Une autre personne sur cette même entreprise ou ce même marché peut très bien avoir des contre-arguments et vous dire que lui, au contraire, il pense que ça marche plutôt bien en ce moment, mais dans le futur et les perspectives futures, ça sera pas tip-top. Il va y avoir un ralentissement économique, cette entreprise-là ne sera pas capable de conserver ses marges, bref, elle va commencer à perdre de l'argent, donc cette personne-là est plutôt vendeuse et se dit que pour elle, c'est plutôt terminé maintenant et que cette entreprise va avoir du mal ces prochaines années. Et donc là, on a une personne qui, par d'autres arguments tout à fait rationnels, va plutôt être pessimiste et donc apporter plutôt des craintes. Et donc, elle va vendre son action parce qu'elle a des craintes sur le futur. Donc le prix à l'instant T d'une action ne reflète jamais finalement la réalité de l'économie ou la réalité économique de cette action-là à l'instant T. Non, en permanence, vous avez des acheteurs et des vendeurs qui ont des espoirs et des craintes sur le futur et sur les perspectives futures et qui prennent des décisions au moment présent alors que leurs espoirs et leurs craintes sont plutôt sur des perspectives futures. Donc en fait, on est tout le temps dans de l'anticipation et c'est la raison première pour laquelle vous allez avoir des mouvements sur les marchés boursiers qui vont vous paraître complètement décorrélés de l'économie réelle,
mais en fait, il y a un décalage dans le temps. Pourquoi? Parce que le marché boursier va tout le temps anticiper. Alors, il va tout le temps décider en fait de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, c'est-à-dire que des fois, quand il décidera et quand il y aura plus de personnes qui auront des craintes que des personnes qui ont des espoirs, eh ben le marché baissera. Et à partir de ce moment-là, il faudra qu'il y ait une confiance qui soit renouvelée pour que, à nouveau, les gens qui sont majoritaires avec plus d'espoir prennent le dessus à nouveau sur les gens qui ont des craintes sur le futur. Et là, vous aurez à ce moment-là le rebond. Donc du coup, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pas l'histoire de dire, il n'y a pas de corrélation, de décorrélation, c'est que sur un marché boursier, vous avez en permanence, le prix est une fonction en fait des anticipations de chacun entre les espoirs qu'ils ont sur les perspectives futures et les craintes qu'ils ont sur les perspectives futures. Et derrière, c'est un balancier entre l'offre et la demande, à savoir qui est majoritaire. Est-ce qu'il y a une majorité de personnes qui sont dans un espoir positif ou une majorité de personnes qui sont dans des craintes? Et derrière, ce que l'on voit, c'est que la réalité économique, ce que le marché va anticiper, et bien derrière, ça sera confirmé ou pas par les statistiques économiques ou par les bilans financiers de l'entreprise en question. Mais en soi, à l'instant T, le prix d'une action, c'est finalement rien de plus que la somme d'une anticipation de ce que pensent les investisseurs, d'une manière rationnelle ou pas rationnelle d'ailleurs, hein, puisqu'il y a énormément de psychologie qui rentre en ligne de compte là-dedans. Donc c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas avoir ce débat corrélation ou décorrélation, il n'y a pas de décorrélation entre les deux, c'est juste deux instruments qui sont différents. Et donc vous pouvez très bien, et je serais tenté de dire, tant mieux que les marchés boursiers ne sont pas efficients. Donc là on revient à la loi d'Eugène Fama. Eugène Fama lui-même à la fin de sa carrière a quand même, alors qu'il a gagné un prix Nobel là-dessus, en définissant l'efficience des marchés, est quand même revenu justement à cause des esprits animaux de Keynes, c'est-à-dire de la psychologie de la masse, psychologie des investisseurs, qui va faire que, par moment, en fait, vous allez avoir une décorrélation bien plus importante entre la réalité économique d'une entreprise ou d'un marché et donc ce que ça vaut réellement en bourse. Et quelque part, je serais tenté de vous dire tant mieux, parce qu'en tant qu'investisseur, ce que vous voulez, c'est l'inefficience des marchés. Parce que c'est parce que les marchés sont inefficients que vous allez avoir des sociétés qui vont coter en dessous de leur trésorerie, en dessous de leurs capitaux propres, que vous allez en fait pouvoir acheter des sociétés bien moins chères que ce qu'elles valent réellement, même au-delà de leurs perspectives futures, etc. Et que donc c'est ça, réellement, cette capacité à pouvoir acheter et profiter de l'inefficience des marchés, qui va vous permettre derrière d'avoir de la performance et de battre le marché. C'est comme ça qu'on bat le marché, c'est justement en étant dans la capacité de pouvoir profiter de ces inefficiences. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que quand on parle de décorrélation, il ne faut pas le voir d'une manière négative, il faut comprendre l'esprit animal des différents investisseurs justement sur le marché boursier qui créent donc des inefficiences par moment et derrière cette capacité de l'investisseur de pouvoir profiter de ces inefficiences-là pour pouvoir démultiplier finalement ses gains et donc c'est de là également d'où va venir la surperformance par rapport à un marché classique. Donc c'est vraiment ce que l'on doit comprendre par rapport à ça. Et souvent ce que j'entends dire également c'est quand les marchés baissent, c'est donc du coup, il y a le débat entre est-ce que la Fed ou les banques centrales doivent intervenir ou est-ce qu'elles ne doivent pas intervenir. Et donc la question c'est toujours la même chose, c'est que dans le bilan et dans la définition de ce que la Fed doit faire, c'est-à-dire que la Fed, elle se contrefout de la baisse des marchés. Et là justement où on a un autre débat qui rentre en ligne de compte, et avec également ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la Fed ne se fout plus de ce que font les marchés boursiers. Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est comme si on avait renversé la table, et donc il y a eu une telle financiarisation aujourd'hui, et on peut parler des dettes, etc., mais aujourd'hui, je veux dire, l'essor économique que nous avons connu sur les 30 dernières années est le fruit également de cette dette, et on règle les problèmes de dette par encore plus de dettes. Donc derrière, quand vous avez Qu'est-ce qui se passe? C'est pour résoudre les problèmes de dette, vous n'avez que deux choix. Soit vous avez le premier choix et vous faites une crise de la dette, comme ce qu'on a connu précédemment, et là c'est violent, ça fait mal, mais en règle générale c'est court, et ça permet du coup, selon la destruction créatrice de Schumpeter, de relancer, de réinvestir le capital derrière sur des innovations, et donc de relancer la croissance sur des nouveaux secteurs avec de l'innovation, etc. Ou au contraire, vous faites ce qu'a fait le Japon d'ailleurs pendant des années, et ce que fera très probablement la Chine également, c'est-à-dire qu'en permanence, vous voulez éviter en fait le coup de semence
qui arrive justement d'un coup. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites en fait finalement de la stagflation ou derrière un scénario déflationniste à la japonaise pendant 10 ans, 20 ans, et c'est ce qu'on appelle finalement les décennies perdues, c'est-à-dire que vous avez quasiment aucune croissance, et en fait vous allez au fur et à mesure, ça sera moins douloureux dans le temps, mais en fait pendant quasiment 10 ans ou 15 ans, il va rien se passer au niveau de la croissance, etc. Donc voilà, ces deux niveaux. Là, clairement, aujourd'hui, le monde, qu'est-ce qu'il est en train de changer? Quand on regarde ce qui se passe, on va clairement vers un choix de japonisation. C'est-à-dire, on veut absolument éviter des crises abruptes. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que tout le monde a peur de ces crises abruptes. Et en fait, finalement, les mots, je serais tenté de dire que la solution est pire que les mots, puisque justement, derrière, en japonisant un petit peu tout ça, potentiellement ça fera moins mal et on n'aura pas des crises de type, des grosses crises de la dette, etc. Mais vous aurez quelque chose qui sera lissé dans le temps et finalement qui durera pendant des années. Et quelque part, c'est ce qu'on a déjà connu également sur pas mal de marchés développés. Mais bon, passons, ça pourra faire l'objet éventuellement d'une vidéo un petit peu plus poussée sur quels sont les scénarios que l'on peut voir. Mais là, l'idée surtout que je voulais vous dire, c'est que comme vous avez une énorme financiarisation aujourd'hui de l'économie, et bien finalement l'économie et la finance et donc les marchés boursiers sont extrêmement liés. C'est-à-dire que aujourd'hui la Fed et les autres banques centrales qui devraient se moquer normalement que les marchés boursiers baissent, parce que normalement c'est pas leur mission première. Leur mission première c'est justement de faire attention aux éventuelles crises de la dette et donc de gérer ça avec les taux d'intérêt. Et donc aujourd'hui, ce que l'on sent, c'est que les banques centrales, eh ben, elles sont en forme de chevalier blanc, et ça depuis 2012 en Europe, et depuis 2009-2008 déjà aux États-Unis. Et donc il y a une certaine confiance dans les banques centrales qui a été mise. Et pour moi, réellement, le moment où on aura une grave crise, ça sera quand les investisseurs et quand l'économie dans son ensemble perdra confiance dans la capacité des banques centrales tout simplement de continuer à correctement gérer les choses. Et ça, c'est également un autre point, mais pour moi, c'est un point central. Ce que je veux dire, clairement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une corrélation, mais finalement, il y a eu tellement une financiarisation de l'économie qu'aujourd'hui, finalement, les marchés boursiers, on veut absolument éviter qu'ils baissent. Pourquoi? Parce que si les marchés boursiers baissent énormément, eh ben, ils attaquent la confiance des investisseurs, mais également de tous les consommateurs qui, en le sachant ou sans le savoir, ça dépendent également des marchés boursiers de par leurs investissements, et notamment pour leur retraite aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que les marchés boursiers, et ce que font les marchés boursiers, impactent la confiance du consommateur. Et si vous avez un marché boursier qui baisse, potentiellement, logiquement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur l'économie. Mais ça en a un, parce que ça a un impact sur la confiance des investisseurs, ça a un impact sur la confiance des patrons, des investisseurs et derrière du consommateur. Et donc finalement, c'est un serpent qui se mord la queue, puisque derrière, si ces personnes-là n'ont plus confiance, et commencent à perdre confiance, parce que tout simplement elles ont un biais psychologique récent qui fait qu'elles ont perdu de l'argent, et elles vont se mettre à du coup ne plus investir. Donc essayer de revendre leur stock. Derrière, ça va tout simplement impacter également le consommateur qui lui va voir ses économies un petit peu fondre, qui va se faire du souci et qui va donc dépenser moins également. Et donc tout ça, ça fait un cercle vicieux. Et donc quelque part, de par la financiarisation des marchés boursiers aujourd'hui, donc de l'économie réelle, on a cet impact sur l'économie réelle. C'est-à-dire que la Fed et les banques centrales, même si normalement ça ne devait pas être leur mission première, aujourd'hui en fait elles sont obligées, si elles veulent justement éviter des crises et des problématiques sur l'économie réelle, elles sont obligées de regarder ce qui se passe sur les marchés boursiers et quelque part de les supporter également et de trouver un moyen de supporter la confiance. Parce que comme je vous l'ai dit, si le jour où on casse cette confiance-là, tout s'écroule. Dans le sens pas fin du monde, mais dans le sens que, voilà, on aura réellement à ce moment-là un vrai dip et un vrai problème de crise. Et derrière, la vraie question, ça sera de se dire, il faut toujours un chevalier blanc. C'est quel sera le chevalier blanc à ce moment-là qui permettra de faire renaître la confiance. Là est toute la question. Mais du coup, vous voyez, de cette simple question, finalement, de se dire, il y a une décorrélation entre l'économie et les marchés boursiers, on en arrive à se dire que non, il y a en fait une corrélation pure et dure. Et une corrélation que l'on doit souhaiter en tant qu'investisseur, parce que c'est de là d'où naît également l'inefficience des marchés, de là d'où naît justement notre capacité à pouvoir battre le marché, mais en même temps, c'est un danger, puisque ça peut créer et ça peut impacter finalement, alors qu'il n'y a pas de raison première,
ça peut impacter l'économie réelle, et donc finalement, en mode un petit peu prophétie auto-réalisatrice, finalement la baisse des marchés boursiers peut impacter la confiance, et donc en impactant la confiance, impacter l'économie réelle. Mais toujours, vous allez toujours avoir un écart de toute manière entre les décisions qui sont prises par les banques centrales, ce que vous voyez qui se passe sur les marchés boursiers, et derrière la réalité économique qui se passera, qui peut prendre 6 mois, 9 mois, voire une année, pour réellement, voilà, quand on a les décisions, quand on a les choses qui se passent, pour voir l'impact sur l'économie réelle, eh ben, il faut attendre et il faut du temps. Et donc clairement, le marché boursier, lui, est en perpétuelle anticipation, et derrière, on voit au fur et à mesure que les statistiques tombent, quels sont les impacts réels sur l'économie. Et c'est là où vous avez du coup ce biais qui est reconstruit entre, toujours pareil, cette histoire de confiance et donc de la somme de tous les investisseurs, tout ce que vous voulez, même les robots, qui sont justement la somme entre les espoirs sur le futur et les craintes sur le futur. Et ça vous donne le prix à l'instant T et continuellement au fur et à mesure. Donc c'est là où il y a une certaine efficience des marchés, c'est-à-dire que le prix, vous avez tous les acteurs qui donnent les différentes informations, et donc le prix est finalement le reflet du consensus et du reflet de toutes les informations et de toutes les pensées qui existent dans le marché. Mais par moment, ça n'empêchera jamais que vous aurez toujours des inefficiences. Pourquoi? Parce que la psychologie humaine tout simplement rentre en ligne de compte, et derrière le suivi de tendance également rentre en ligne de compte, et que donc vous aurez toujours des euphories et vous aurez toujours des paniques qui créeront des inefficiences de marché. Et c'est quand vous avez des paniques que cette inefficience de marché-là va beaucoup intéresser l'investisseur. Voilà un petit peu donc ce que je pouvais dire et ce que je voulais vous dire, et un petit peu en essayant d'extrapoler un petit peu le débat autour de cette décorrélation bourse-économie réelle. N'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous, comment vous voyez les choses évidemment, et donc je serai ravi de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Excellente journée à vous les graphes, salut!